Khadija Toukone. Deux sujets étaient à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet. Le premier point portait sur la restructuration de certains ministères après le réaménagement le 24 septembre dernier. Il était donc nécessaire de donner une nouvelle orientation pour une bonne cohérence et une complémentarité entre les départements ministériels. Je vous donne en illustration le ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine, qui est issu d'une refonte de l'ancien ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Il s'agit donc de définir les articulations et les synergies nécessaires entre les deux ministères afin que chacun ait une claire idée de sa mission, de manière que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine et le ministère des Maliens de l'extérieur, qui constituent les trois piliers sur lesquels se construit la politique étrangère de notre pays, dont le chef de l'État, que ces trois piliers puissent travailler de façon harmonieuse. Vous avez aussi, par exemple, à titre d'illustration, le ministère chargé de la décentralisation et des réformes de l'État, qui a certaines attributions de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agissait de clarifier les missions et les attributions de chacun de ces ministères de manière à ce qu'ils puissent se compléter, travailler en bonne synergie pour faire face aux défis de l'heure. Vous avez la mise en œuvre, par exemple, de l'accord d'Alger, qui va nécessiter des réformes politiques institutionnelles qui doivent être prises en charge par le ministère de la décentralisation des réformes de l'État, lesquelles réformes de l'État étaient avant ancrées au niveau du ministère de la fonction publique. Ça, c'est des exemples que je donne. Ça concerne pratiquement tous les ministères. Il s'agit de repréciser les missions et les attributions des différents ministres afin que les ministres puissent avoir la même compréhension de leur rôle et surtout tirer dans le même sens derrière le Premier ministre. Vous avez ensuite la répartition des différents services de l'État entre la primature et les différents ministères. Ce débat a permis aussi au Premier ministre de donner les orientations et les clarifications nécessaires afin que les grands services de l'État qui relèvent des différents ministères et de la primature, tantôt sous forme de tutelle directe, tantôt pour emploi, puissent être repartis et que les ministres aient la même compréhension du rôle que chacun doit jouer. Le second point s'intéressait au programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de l'accord d'Alger, un sujet qui figure parmi les priorités du gouvernement. Il s'agit donc de prendre des actions, de prendre des décisions, de faire des réformes, de manière que la justice malienne soit plus crédible, qu'elle soit plus juste, qu'elle soit distribuée de façon plus égalitaire, plus égale entre les citoyens, de manière que l'institution soit restaurée dans toute sa grandeur. L'accord pour la paix et la réconciliation que notre gouvernement vient de signer contient des engagements importants qui ont été pris au nom de la nation, qui induisent forcément des réformes, non seulement au niveau de l'État dans son administration, mais au niveau aussi de la justice. Et les stipulations de l'article 46 de l'accord nécessitent leur prise en compte dans la réforme de la justice. C'est pourquoi le document qui vient d'être examiné s'intitule « Le programme prioritaire de la réforme du système judiciaire et l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ». Donc un large débat s'est installé, les avis ont été pris en compte. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a en charge donc d'intégrer tous ces éléments afin de soumettre le dossier en Conseil des ministres pour approbation
et qui deviendra ensuite un référentiel avec lequel le gouvernement va travailler avec les différents partenaires afin que notre justice puisse jouer effectivement le rôle que les populations en attendent et le rôle que le chef de la magistrature suprême, le président de la République, voudrait que la justice joue auprès et au nom des citoyens. La bonne distribution de la justice fait partie de l'engagement du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le bien-être de notre pays. Merci Khadija Toukone. Les réseaux des femmes parlementaires et ministres et le nouvel ambassadeur de l'Allemagne étaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une audience. Ils ont échangé longuement avec le président Ishaka Sidibé, nous dit Mariam Sagara. Les femmes parlementaires et ministres ont profité de la session actuelle pour voir en revue l'évolution de leur dossier sur la situation des femmes au Mali. Nous avons profité pour rappeler que les femmes sont très attentives à ces questions. Nous sommes véritablement assez impatientes pour que cette loi enfin sorte et pour le progrès des femmes. Lors de cette rentrée, que ce sont des questions qui vont être débattues. À ce jour, nous avons revu en profondeur cette question et je pense que la faisabilité elle est déjà acquise. Quant au nouvel ambassadeur de l'Allemagne, il a pris contact avec le président pour discuter de la collaboration entre les parlementaires allemands et maliens. Nous avons discuté la coopération entre le Bundestag, le Parlement allemand, et l'Assemblée nationale. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs visites des députés du Bundestag qui ont été déjà effectuées au Mali. Et je dis au président que vous pourrez être fiers parce que tous les députés qui sont arrivés chez vous au Mali ont devenu les amis du Mali. J'ai aussi informé le président qu'il y a une autre délégation du Bundestag qui va venir dans quelques semaines. On a parlé de discuter cette visite et l'organisation de cette visite. Les visiteurs étaient tous satisfaits de leur entretien avec le président Sidibé. Une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président, Dr Boulkassou Maïdara, a pris part du 16 au 18 septembre dernier aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires tenues à Moscou. Ensuite, Dr Boulkassou Maïdara s'est rendu à Paris où il a signé un accord cadre de coopération avec son homologue du Conseil économique, social et environnemental de France. Pour plus de précisions, écoutons Dr Boulkassou Maïdara. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous avons participé à l'Assemblée générale des associations internationales des conseils économiques, sociaux et institutions similaires en Russie. Alors ça portait sur un certain nombre de thèmes d'intérêt international, notamment le changement climatique. C'était très intéressant. Et également sur le problème de la corruption et le rôle que les conseils économiques et sociaux doivent jouer dans la lutte contre la corruption et la criminalité dans les pays membres. Ma délégation et moi-même, nous avons rencontré la chambre civique, c'est-à-dire de la Fédération de Russie. Alors, surtout, notamment le vice-président, pour les modalités de mise en œuvre de l'accord qui a été signé par mon prédécesseur. Donc, nous avons passé en revue ce que nous pouvons faire ensemble dans le domaine des échanges et de la formation, de la communication. J'ai tenu à rencontrer la communauté malienne à l'ambassade du Mali à Moscou. Donc, c'était vraiment très intéressant. La colonie malienne est venue très nombreuse. Nous avons échangé sur la vie de la nation. J'ai profité pour donner les grandes lignes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale qui a été signé le 15 mai et 20 juin 2015. Et ils aussi, ils nous ont fait part de leurs préoccupations, de leurs attentes et des problèmes qui se posent à eux. Alors nous allons ramasser tout ça pour en faire un document à l'attention des plus hautes autorités de ce pays. Nous sommes rendus en France
parce que là également, je voulais poser des jalons d'une collaboration fructueuse avec le Conseil économique, social et environnemental de la France. C'était très nécessaire. Il y a beaucoup de liens de coopération entre la France et le Mali dans le domaine économique, social et culturel. Et nous avons signé également à ce niveau-là un accord de collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental de la France. Là, ça a porté sur le renforcement de la compétence des conseils économiques, sociaux et culturels de nos deux pays, et avec des problèmes d'échange, de formation et d'information, des visites d'études entre la France et le Mali. Et c'était très intéressant. Et comment également initier nos différents conseillers pour comment les former dans l'élaboration des avis en réponse bien sûr aux saisines gouvernementales telles qu'on a eu à organiser récemment au Mali ici un séminaire régional dans le domaine. Comment mettre un terme au radicalisme religieux au Mali? La question a été évoquée au cours de l'audience que le président du Haut Conseil des collectivités a accordé à Sabati 2012. Ces mouvements qui veut organiser un colloque sur la question sollicitent l'accompagnement de toutes les institutions du Mali. On fait le point avec Mamourou Sidibé. Sabati 2012 prépare un colloque en novembre prochain sur le radicalisme religieux au Mali. Dans cette perspective, l'organisation rencontre les institutions de la République. Elle était ce jeudi au Haut Conseil des collectivités. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui qu'il est important à ce qu'on se retrouve pour échanger effectivement sur les sources, les causes, essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour en faire contrecarrer ce radicalisme qui est là en train de prendre de l'ampleur au Mali et ailleurs. Donc le colloque qui est prévu pour les 31, 1er et 2 novembre. Donc nous avons jugé nécessaire de solliciter l'accompagnement de tout le monde, de toutes les institutions, raison pour laquelle nous sommes en train d'organiser des séries de rencontres avec les institutions afin qu'ensemble on se donne la main pour pouvoir réussir ce colloque. Les échanges avec le Haut Conseil ont porté sur Sabati, son rôle et ses ambitions. Le tout nouveau président a apprécié l'initiative de Sabati, qui pour lui est la meilleure occasion pour réfléchir et identifier les causes réelles de ces phénomènes. Nous avons trouvé que c'était une très bonne chose. Nous avons souhaité qu'il faille réfléchir sur d'éventuelles questions, telles que comment dialoguer avec ces radicaux aujourd'hui, et même du Sud, pour faire passer le message que la religion, c'est la tolérance, et les convaincre d'abandonner les pratiques de violence armée, et en même temps, comment encadrer la jeunesse par rapport à tous ces comportements, parce que beaucoup de jeunes sont dans ces comportements sans conviction religieuse. Seulement, c'est plutôt la recherche du gain quotidien. Lors de la dernière conférence nationale de Sabati 2012, l'organisation a dénoncé l'extrémisme religieux qui est, à n'en pas douter, un danger pour la cohésion sociale. Je vous le disais dans les titres Journée mondiale de la vue, l'événement a été célébré aujourd'hui. Cette année, le thème porte sur les soins oculaires pour tous. Cette célébration marque également le lancement des activités de la Semaine nationale de lutte contre la cécité. La cérémonie était présidée par l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. Reportage Aïssata Ibrahim Maïga. Pour une population de 15 millions au Mali, 180 000 sont non-voyants, soit 1,2% selon une enquête de 2006. La cataracte serait la cause de plus de la moitié de ce mal, d'où le thème soins oculaires pour tous. Ce thème est très pertinent car la grande majorité des cécités est évitable ou grave. Nous devons tous, chacun, adapter un comportement permettant un dépistage précoce et un traitement approprié des maladies cécissantes. Ainsi, nous devons veiller sur les visites scolaires de nos enfants, fréquentant l'école primaire telle qu'elle l'a déjà dit. En outre, à partir de 35-40 ans,
Nous devons tous solliciter un service d'ophtalmologiste au moins une fois par an, même en l'absence de signes cliniques. La 21e journée mondiale de la vue lance également les activités de la Semaine nationale de lutte contre la cécité. Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de santé oculaire et ses partenaires, prévoit plusieurs activités saluées déjà par les partenaires et les bénéficiaires. Je ne vois pas avec l'œil gauche, c'est ce qui me préoccupe. C'est pourquoi je suis là pour voir si il va falloir opérer peut-être, je ne sais pas. Tant qu'on ne voit pas clair, on dirait que le monde n'existe pas. Nous sommes extrêmement encouragés par la formidable mobilisation des autorités nationales du Mali. Au plus haut niveau, en témoigne l'engagement personnel de vous-même, Madame, la Première Dame du Mali, ici présente. L'engagement tout aussi remarquable des organisations non gouvernementales, des organisations philanthropiques et autres partenaires au développement. Outre les actions du Programme national de la santé oculaire, les partenaires travaillent sans relâche pour des solutions thérapeutiques et techniques afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies de la vue. Les conséquences de la cécité sont des plus dramatiques pour notre pays. Elles méritent d'être rappelées. Un individu atteint de cécité n'est guère autonome. Il a très souvent recours à d'autres, généralement des enfants, pour se déplacer, hypothéquant du coup l'avenir scolaire et professionnel de ces derniers. Le constat est là. C'est la frange la plus vulnérable et la plus importante de la nation, à savoir les jeunes qui, évidemment avec leurs parents, souffrent le plus des conséquences de la cécité. L'épanouissement futur de nos enfants et la prospérité des nouvelles générations dépendent pour une large part de la protection que nous leur garantissons aujourd'hui. Keita Aminata Maïga a aussi lancé un appel au ministère de l'Éducation et celui de la Solidarité pour le suivi des établissements spécialisés et à Mme Keita de rappeler que l'handicapé doit garder toute sa dignité d'être humain. Autre grand titre de l'actualité nationale, le gouvernement veut réglementer la location des maisons à usage d'habitation au Mali. Un décret élaboré à cet effet vise à mettre fin à ce casse-tête. Le nouveau texte est depuis ce matin sur la table des acteurs concernés pour examen. Compte rendu, Bourama Traoré. Le décret portant réglementation des loyers au Mali date du 27 septembre 1967. Le texte jugé dépassé semble être aussi méconnu par bon nombre de Maliens. Conséquence, les prix des locaux à usage d'habitation deviennent de plus en plus chers. Prix fixés selon le bon vouloir des propriétaires. Je vous donne un exemple de chambre unique qui aujourd'hui ça fait 25 000 francs. Or, quand on calcule le loyer plafond d'une chambre qui fait 12 mètres carrés, ça ne vaut pas 15 000 francs. Vous avez des gens qui viennent à vous, ils sont en difficulté de paiement, ils risquent d'être mis dehors, ils viennent vous solliciter pour les aider. Ça, c'est courant dans notre pays. C'est une question que nous devons traiter avec beaucoup d'attention en tenant compte du contexte de notre pays et surtout des moyens insuffisants des personnes les plus vulnérables. Le ministère en charge de l'industrie et du commerce décide de prendre le taureau par les cornes. Un projet de décret portant réglementation des loyers est donc initié. Le nouveau texte est soumis à l'examen des organisations de la société civile, des associations des consommateurs, des syndicats, des experts et bien d'autres. La finalité de l'exercice est de parvenir à un document consensuel. La problématique des loyers des locaux à usage d'habitation nous interpelle tous, compte tenu des questions qu'elle soulève dans un pays où l'urbanisation s'accélère de façon galopante avec un développement spatial de nos villes devenu elles aussi incontrôlable. Dans ce contexte, se loger de façon décente tout en subvenant aux autres besoins de la vie quotidienne est aujourd'hui devenu la hantise de nombreux chefs de famille, particulièrement ceux aux revenus faibles, voire modestes. Le projet de décret portant réglementation des loyers comporte une quarantaine d'articles. Il détermine les prix maximum annuels du loyer fixé à 5% de la valeur réelle de l'immeuble à usage d'habitation et la caution à verser à titre de garantie. Cette caution ne peut excéder une somme correspondant à 1 mois de loyer. L'application de ces dispositions doit permettre de soulager nos compatriotes.
L'amélioration des conditions de vie quotidiennes des populations demeure un souci majeur pour les hautes autorités de notre pays qui, depuis quelques années, ont élaboré et mis en œuvre une politique ambitieuse de construction de logements sociaux pour amoindrir les souffrances des ménages à faible revenu. La poursuite et l'amplification de cette politique volontariste sont inscrites parmi les priorités du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Les conclusions de la rencontre doivent permettre d'enrichir le projet de décret relatif au loyer, un document qui fera l'objet d'une réunion interministérielle avant son approbation par le Conseil des ministres. Oui, Bourama Traoré, peut-être un début de solution avec la politique des logements sociaux en marche. D'accord, d'abord, nous parlerons au cours de cette édition de l'étape de Euroso. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le montant destiné à la réalisation d'un projet agricole qui sera réalisé dans la commune rurale de Tianfala, à 40 km de Bamako. À travers ce projet de 5 ans, le gouvernement du Mali entend lutter contre la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. Pour la mise en œuvre de cet important projet, une convention de partenariat a été signé cet après-midi entre le département de développement rural et une firme américaine. Compte rendu Abdraman Maïga. À travers cette convention, la société SLK réalisera dans la commune rurale de Tianfala un projet agricole. Ce projet d'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA pour 5 ans permettra au Mali dans un premier temps de produire 12 000 tonnes de poissons tilapia, 270 000 couches de fermes avicoles avec une production annuelle de 20 millions d'œufs. Ce n'est pas tout. La firme américaine s'engagera également à produire 1500 tonnes de viande de volaille et 15 000 tonnes d'aliments volaille. Le Mali est un grand pays d'élevage. Le premier pays de l'espace est Yuma en termes d'effectifs et le second, vraiment donc l'espace CEDEAO après le Nigeria. En termes de statistiques, on note que le Mali nous avons 9 millions de bovins, 13 millions d'ovins, 18 millions de caprins, presque 900 000 asins, presque 1 million de camélins et 35 millions de volailles. La deuxième phase de ce projet sera consacrée à la construction d'un abattoir d'une capacité journalière de 40 tonnes de viande et à la réalisation d'un centre agro-industriel pour la transformation des végétaux sur une superficie totale de 10 mètres carrés. Le projet de Tianfala créera entre 500 et 1000 emplois dans les 2 ans à venir. Je suis sûr que le peuple malien bénéficiera de ce projet en ayant plus d'emplois, d'alimentation de haute qualité de viande, poissons, œufs, légumes à prix raisonnable. La concrétisation de ce programme permettra au Mali de lutter contre la pauvreté et d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi le département du développement rural accorde une attention particulière à l'atteinte des objectifs assignés à cette coopération. Une collaboration qui fera du sous-secteur de l'élevage et de la pêche le moteur du développement et de la croissance économique. Monde rural, toujours fin cet après-midi à Bamako des travaux du projet d'appui régional sur le pastoralisme du Sahel. Ce projet conduit dans 6 pays du Sahel, c'est financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 124 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Ce projet doit être opérationnel avant la fin de l'année 2015, nous dit Souleymane Kenza Sidibé. Le Sahel, dans sa globalité, ce sont environ 200 millions de consommateurs. Vous allez peut-être me dire de la viande, du lait et de leurs sous-produits. Vous avez raison. D'où la pertinence du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel. Le projet entend faire des éleveurs des acteurs économiques assurés pour le bien de tous, en y ajoutant la dimension plus-value dans leurs activités au quotidien. Il urge donc d'aller vite, vite et bien. Tous les acteurs et toutes les parties prenantes sont réellement parties prenantes et que chacun se sent concerné par, en tout cas, les activités et la réussite de ce projet. J'ai entendu la redevabilité. Je pense que ça, c'est extrêmement important lorsqu'on s'engage devant des partenaires. Monsieur le président de la Banque vient de dire le projet est ambitieux. C'est vrai, le projet est ambitieux, mais je pense que c'est une ambition à la hauteur de laquelle nous pouvons nous hisser et nous devons le faire. Le projet, dans ses différentes composantes, doit améliorer la vie des groupes cibles et contribuer à une forte croissance économique de la zone Sahel. Vous savez, le Sahel, c'est une zone qui est soumise aux crises relatives aux aléas climatiques, notamment la sécheresse.
ce qui fait que les éleveurs, les producteurs de la zone ont souvent des difficultés de production par rapport à leurs exploitations, qu'elles soient agricoles ou du domaine de l'élevage. Et ce qui fait que ces projets régionaux d'appui au pastoralisme au Sahel visent à améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et l'accès au marché pour les éleveurs transhumants tout le long des axes de transhumance ainsi que les zones transfrontalières. Il s'agit donc en fait d'appuyer cette couche de population par rapport à leur mode d'exploitation et d'élevage en matière de santé animale pour répondre aux besoins des éleveurs le plus important qui est celui de voir leurs animaux en pleine forme et en bonne santé. Quant aux représentants du Club du Sahel, il a invité ses pairs à participer massivement au prochain sommet de Milan sur les pays d'Afrique du Sahel. Ce sommet se tient du 26 au 30 octobre 2015. Sport, football, le match amical Mali-Burkina Faso se jouera bel et bien ce vendredi à Troyes en France. L'assurance a été donnée par le ministre des Sports qui a animé un point de presse. Au cours de la rencontre, Ousseini Amianguido a fait le point des différentes réclamations des Aigles. On fait le point avec Al Matina. Suite à la déclaration du manager général des Aigles du Mali sur RFI, en raison de certains griefs des joueurs entre autres, les primes non encore payées contre le Bénin le 6 septembre dernier, des problèmes de matériel, le ministre des Sports, à la faveur d'un point de presse, apaise la situation. Les dispositions sont prises pour que demain, effectivement, les joueurs puissent bénéficier de ces primes-là, avec leur encadrement technique. Pour moi, rien ne s'oppose à la tenue de ces matchs-là. Et au-delà, c'est-à-dire de nous-mêmes, je pense que c'est le Burkina aussi qui s'est engagé à jouer contre le Mali. Donc, aujourd'hui, il ne serait pas souhaitable que le Mali prive le Burkina des matchs amicaux. Et pour nous, tout est important. Parce que déjà, des dispositions sont prises. Parce qu'ils sont à Paris, ils sont dans des hôtels que l'État paye. Ils sont à Paris, la restauration, c'est l'État qui paye. Ils sont à Paris, ils sont venus de partout en Europe et d'Afrique. Et c'est l'État qui a envoyé tous les billets d'avion pour qu'ils puissent être à Paris. Donc ça veut dire que l'État est présent à Paris déjà. Ça veut dire que l'État a déjà engagé des frais pour que effectivement ces matchs se déroulent dans de bonnes conditions. Ce qui restait, c'était effectivement cette question de primes. Et il s'agit d'une prime d'1 million par joueur. Outre les primes, le premier responsable du sport malien a donné des précisions sur d'autres points de revendication exprimés par le porte-parole des Aigles. Par rapport au matériel dont il parle, jamais un problème de matériel nous a été posé en ce moment. Maintenant, s'il s'agit d'équipement aussi, je pense que l'équipe nationale a un équipementier. En tout cas, je ne sais pas de quel équipement il s'agit. C'est pourquoi, après ce match, nous allons rencontrer la fédération pour voir à quel niveau se trouve le problème. Il a été question d'ostéopathe. Je tiens à préciser que le gouvernement de la République du Mali n'a pas de contrat avec un ostéopathe. Nous n'avons pas de contrat avec un ostéopathe. L'ostéopathe est choisi par l'entraîneur de l'équipe nationale. C'est un prestataire de service. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et c'est un contrat entre la fédération et l'ostéopathe pour effectivement ces prestations de services. Donc, à ce jour encore, nous ne devons pour l'instant absolument rien, en tout cas parce qu'il n'y a aucun engagement entre un ostéopathe et nous aujourd'hui. La rencontre amicale des Aigles contre les étalons du Burkina Faso de ce vendredi à Troyes en France entre dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances des Aigles du Mali. La FIFA traverse une zone de turbulence, oui, après la suspension pour 92 jours du patron de la FIFA, Joseph Blatter. Le président de la CAF, Issa Hayatou, a hérité aujourd'hui du poste par intérim. Le Camerounais Issa Hayatou est aujourd'hui âgé de 69 ans. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion et d'échange sur les avant-projets du code d'éthique et de déontologie des professions judiciaires. L'événement regroupe toute la famille judiciaire de notre pays, compte rendu Lamine Keïta. Ces regroupements des hommes et femmes de la famille judiciaire s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du service public de la justice. Pendant 3 jours, les participants vont échanger sur les avant-projets du code d'éthique et de déontologie de la profession judiciaire. Objectif, corriger les lacunes dont souffre la famille judiciaire.
Depuis quelques années, le département de la justice du Mali a décidé de doter les professions judiciaires des codes d'éthique et de déontologie sans reproche, des codes acceptés non seulement par les professionnels du droit, mais aussi acceptés par la société. Pour l'atteinte de cet objectif, le chef du département dit compter sur le soutien et l'accompagnement de toute la famille judiciaire. La vocation qui nous anime et faire vibrer notre fibre professionnelle relève du sacerdoce. Et ce sacerdoce appelle du sacrifice, lequel demande de l'abnégation, voire du renoncement. Au nom du sacerdoce qui sous-tend notre vocation, nous avons pris le pari de nous imposer des règles d'éthique et de déontologie pour exercer notre profession avec honneur et dignité. Au nom de ce même sacerdoce, nous avons adhéré à une profession dont la beauté et la noblesse s'inscrivent en lettres d'or dans un rigoureux mais exaltant cadre de règles, de principes, de convenances, d'empêchements et d'interdictions. Le devoir nous impose d'y tenir. Le ministre de la Justice invite les participants à la rencontre à faire des propositions concrètes dans le sens de l'amélioration de la justice. Je sais compter sur votre sagacité pour soulever toutes les questions, formuler toutes les interrogations, à l'effet de parvenir à des textes riches, clairs et simples à l'usage. Je vous exhorte donc à des échanges fructueux, riches et sincères, car les réponses que vous identifierez pendant cet atelier nourriront longtemps l'éthique et la déontologie de vos professions respectives. Désormais, les membres de chaque profession judiciaire et juridique seront dotés d'un corps de règles claires mettant en relief les valeurs qui gouvernent les actions de la justice. Car, selon le ministre de la Justice, le respect du code et de la déontologie est une bonne chose pour les justiciables. Quand le bâtiment va, tout va. Donc, c'est parti pour les travaux de construction de 50 logements sociaux à Yorosso. La réalisation des infrastructures va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé à la pose de la première pierre de ces logements. Les détails avec nos envoyés spéciaux Ramata Konate, Alou Bekoni. La réalisation de logements sociaux n'est plus un rêve pour le cercle de Yorosso. La première pierre des 50 logements vient d'être posée par le ministre de tutelle. Ces maisons de type F3 Toll seront bâties sur une superficie de 15 hectares. Déjà, les autorités communales et coutumières de Yorosso se réjouissent du démarrage de ces travaux. Nous avons été très ravis de savoir que nous soyons concernés par le programme des logements sociaux. Et de ce fait, nous remercions le président de la République et son gouvernement. Mais à sincèrement, le gouvernement ne faut le président ne faut le Le problème d'électricité de Yorosso a été toujours au centre des discours de toutes les autorités communales. Mais j'espère que ce projet de logements sociaux prendra en compte cette préoccupation des Yorossois. 6 mois, c'est le délai d'exécution de ces 50 logements. Nous pensons que nous avons tenu le délai de réalisation. Ce programme qui réalise ce programme dans le cadre du programme gouvernement société privée, c'est ce qu'on appelle communément PPP. Le ministre en charge de l'habitat a précisé le sens de ce programme de logement. C'est la concrétisation d'une volonté présidentielle. Aujourd'hui, favoriser l'accès d'un Malien à un logement décent, à un cadre de vie décent, est au cœur des préoccupations du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Ce projet de 50 logements, en termes de construction, c'est tout autour de 500 millions. Maintenant, tout ce qui est l'infrastructure associée, l'électricité, l'eau, les canalisations, globalement, c'est un investissement tout autour d'1 milliard. Donc, non seulement ça va impacter l'économie locale, et ça va favoriser aussi l'accès de la population de Yorosso à un environnement décent. Ces 50 logements seront situés à côté du lycée public de Yorosso.
On en parlait hier, le leadership du Mali dans le combat pour la préservation du fleuve Niger a été reconnu à Lima, où se déroulent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Les partenaires financiers, avec la Banque mondiale en tête, entendent mobiliser une enveloppe de plus de 1500 milliards de francs CFA, dont le tiers sera investi au Mali. De même, la Banque mondiale va faire le rappel des troupes pour le succès du rendez-vous du 22 octobre à Paris, en vue de mobiliser d'autres fonds pour le Mali. Présent à Lima, le ministre de l'économie et des finances du Mali n'a pas caché son optimisme pour le programme de développement initié par le président de la République. De la capitale péruvienne, nous retrouvons notre envoyé spécial, Salif Sanogo. Lima, avec ses 9 millions d'habitants, a mis les petits plats dans les grands pour ses assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Parmi les 15 000 délégués venus du monde entier, la délégation malienne. Pour leur toute première rencontre à Lima, le ministre Diarra et son équipe auront vite fait d'oublier la fraîcheur de leur marin local. En effet, ce sont des annonces chaleureuses qui auront été faites par le vice-président de la Banque mondiale. Son institution va ainsi appuyer le Mali dans le domaine de l'énergie solaire avec un apport de 200 mégawatts, plus de 3 milliards de dollars pour la sauvegarde du fleuve Niger, et ce n'est pas tout. Je précise, c'est important de le dire, que suite à ces initiatives prises par notre pays, c'est désormais un plan d'investissement climat de 1555 milliards qui est aujourd'hui sur la table des bailleurs de fonds. Cela est très important. Il y a pratiquement le tiers de ce montant qui devrait être investi dans notre pays. Cela est très très important, je dirais, pour la survie même du fleuve Niger. Par ailleurs, la Banque mondiale s'est montrée très disposée à nous accompagner sur des projets phares de développement. C'est le Mali qui prendra d'ailleurs le leadership du combat pour la sauvegarde du fleuve Niger lors de la COP 21 au mois de décembre prochain à Paris. Mais avant, dans un peu plus de 2 semaines, le Mali aura un autre grand rendez-vous et là, l'appui de la Banque mondiale sera encore plus précieux. Mais nous avons aussi indiqué à chaque fois à nos partenaires que le Mali lui-même est très engagé et sur la mobilisation des ressources intérieures sur lesquelles nous avons fait beaucoup de performances. Un véritable élan de reconstruction et de solidarité est en marche. Et c'est tout à fait normal que dans un cadre d'échange aussi important où toutes les personnalités mondiales de la finance se retrouvent, que nous défendions ce plaidoyer en faveur de notre pays. Pragmatisme et démarche proactive, tels semblent être les leitmotivs du Mali à Lima. Une démarche qui produit pour le moment beaucoup de bons résultats. La biélorusse Svitlana Alexievich vient de recevoir le prix Nobel de littérature pour une œuvre entière axée sur l'exploitation sans peur du passé et du présent du peuple russe. Cette biélorusse, née en Ukraine en 1948, reçoit le prix Nobel de littérature, consécration d'une œuvre singulière bâtie sous la forme de romans à voix qui mêlent les témoignages les plus douloureux et les plus intimes sur les séquelles du passé et l'ère soviétique. Ces livres, à ce jour, se fondent sur des paroles collectées, agencées avec art. Politique maintenant. Visite du Parti socialiste Yelenkura au RPM. Objectif, remercier le Rassemblement pour le Mali pour sa participation au mois d'août dernier au congrès ordinaire du PS. Cette visite a permis à cette formation politique d'échanger avec le RPM, membre de l'Internationale socialiste, sur plusieurs sujets intéressants. La vie de la nation, le point avec Ali Matina. Le Parti socialiste Yelenkura rencontre le Rassemblement pour le Mali. Selon le président du PS Yelenkura, cette démarche a tout son sens. Le RPM est un parti qui partage beaucoup de valeurs avec nous. Le RPM est un parti qui partage des valeurs socialistes. Nous sommes aussi socialistes. Nous avons salué le combat du RPM. Lors du congrès, nous avons réaffirmé notre appartenance à l'opposition, mais le congrès aussi a été sanctionné par des résolutions et des recommandations. Dans ces résolutions et recommandations, les congressistes nous ont demandé d'entreprendre des initiatives ou d'adhérer à toute initiative qui peut créer les conditions pour que les socialistes puissent se retrouver. Le PS Yelenkura s'ajuste désormais au RPM et à l'ADEMA, qui sont membres de l'Internationale socialiste, ce qui leur permet d'avoir les mêmes idéaux. Nous avons échangé autour des grands points de la nation et nous avons eu beaucoup d'identités de vue. Nous souhaiterons que le PS vienne élargir la famille socialiste au Mali. Mais je souhaiterais qu'ensemble, la classe politique, toute tendance confondue, ait un seul programme aujourd'hui
comment sauvegarder l'intégrité du pays, l'unité du pays, la laïcité et le caractère républicain de ce pays-là. Au cours de la visite, le PS Yelenkroa a demandé au RPM de le parrainer pour son admission à l'international socialiste, chose acceptée par le Rassemblement pour le Mali. Les textes de la République expliqués aux élus locaux, c'est au cours d'un atelier qui a pour thème que la réforme institutionnelle pour la mise en œuvre effective de l'accord de paix. Cette session est organisée par l'Association des municipalités du Mali, compte rendu Batraoré. Les élus locaux se familiarisent avec les textes de la République pour une meilleure vulgarisation des instruments de l'État. En clair, il s'agit d'adapter les textes de la République aux dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. La rencontre du jour qui regroupe élus, partenaires et législateurs vise à mieux armer les représentants des 761 communes à travers le pays pour un accompagnement des qualités de l'accord de paix. L'objectif de cet atelier de haut niveau, c'est l'accompagnement que les associations de pouvoirs locaux du Mali sollicitent dans une lecture de l'accord d'Alger dans sa mise en œuvre, croisée avec une lecture de la Constitution, du Code des collectivités territoriales, du document cadre qu'on appelle le document cadre national, la politique de décentralisation du Mali et la loi électorale. Pour l'Association des municipalités du Mali, les textes de l'accord pour la paix et la réconciliation comportent un certain nombre de points qu'il faudra mieux expliquer. Quand l'accord d'Alger vous dit qu'il faut des pouvoirs étendus des collectivités territoriales, nous avons déjà le code de collectivité, nous avons un document sur la libre administration. Quels sont ces pouvoirs étendus? Quand l'accord d'Alger dit qu'il faut élire tous les présidents d'exécutifs locaux au suffrage universel direct, ce n'était pas prévu. Les recommandations issues des échanges doivent permettre à l'association des municipalités d'apporter une contribution de taille à la réussite de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. Intensifier la culture du riz dans les pays ouest africains, tel est l'objectif d'une visite d'échange d'expériences organisée par le Centre national de spécialisation sur le riz dans la région de Ségou. Les représentants de 13 pays de la sous-région participent à ces échanges sur les technologies innovantes. Compte rendu Fousséni Samake. Ils sont des producteurs de 13 pays ouest africains à se rendre au Mali pour cette visite d'échange appelée Monitoring Tour du Centre national de spécialisation sur le riz. Cette visite a commencé d'abord par les plaines de Centre-Ouest. Ensuite, dans la zone office du Niger, les centres d'intérêt ont été le barrage de Markala, les parcelles des systèmes de riziculture intensive SRI, l'atelier Sokafong, les fabriques de matériel agricole, le centre de recherche sur les variétés riz. Les riziculteurs ouest-africains visent ainsi la mise en œuvre de bonnes pratiques et l'intensification des innovations technologiques pour améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur riz. Il faut commencer par créer la synergie entre la recherche et les producteurs. Il y a une organisation sous-régionale qui s'occupe du riz dans le cadre du ROPA. Nous les avons fait venir pour pouvoir voir l'expérience malienne en matière de production de riz. Et selon les chaînes de valeur, donc il y a la recherche, il y a la vulgarisation, c'est depuis la production jusqu'au niveau de l'assiette. À travers tout ce que les paysans ont mis en place, vraiment ça m'a beaucoup inspiré. Au retour en Côte d'Ivoire, je vais essayer de corriger un peu ce que j'ai fait, j'ai l'habitude de faire, et encourager les autres producteurs ivoiriens à faire la même chose. Selon certains producteurs, l'harmonisation de la riziculture est un passage obligé pour les producteurs ouest-africains. Le riz va prendre une place très importante dans les années à venir et nous producteurs nous sommes conscients de tout ça, c'est pourquoi nous voulons échanger et regarder ce qui n'a pas marché chez nous et la même chose, la même expérience qui s'est passée dans un autre pays et regarder comment ils ont trouvé des solutions et échanger. Notons que ce monitoring tour regroupe les représentants du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal, Togo et le Mali. Le riz, oui, mais semences d'abord. Amener les acteurs de la production agricole à adopter et privilégier l'utilisation des semences hybrides mises à leur disposition par l'IR. Tel est l'objectif de la journée porte ouverte organisée à Sikasso par la Société de production des semences améliorées et ses partenaires. Compte rendu, Fatoumata Diallo.
Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Voilà la volonté affichée par la société de production de semences améliorées Soprosa à travers l'organisation de la journée porte ouverte sur les semences hybrides nationales. Une rencontre qui a regroupé plus de 500 participants venus des 7 sectes de la région. Notre gouvernement a opté pour les hybrides et non aux OGM. Parce que ces hybrides ont une haute capacité de rendement. Il met entre 7 et 8 tonnes. Cap donc sur les champs de production de semences hybrides de maïs à Kaboïla et à Mamabougou. Des localités où les visiteurs du jour composés de représentants de services techniques et de producteurs, dont 30% de femmes, ont pu découvrir la nouvelle technologie au service du développement rural. Ils nous ont apporté des variétés de semences, mâles et femelles, et nous ont montré la méthode de faire le semis et l'entretien. Nous avons utilisé la fumure et l'urée. Des atouts qui constituent pour l'IER, l'Institut d'économie rurale, le chemin le plus sûr pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le minimum, ça fait 7 à 8 tonnes à l'hectare. On est tenu à mettre à la disposition des paysans là, ces variétés hybrides-là, parce que ces variétés hybrides-là coûtent très moins cher. Donc le maximum des prix varie entre 1000 à 1200. Vous allez voir le coût. Or, les hybrides importés, le coût, ça fait 3000 francs. Avec l'appui de ses partenaires, la Soprosa compte faire adopter la production de semences hybrides par au moins 75% des producteurs céréaliers de la région de Sikasso. À Mopti, 40 volontaires nationaux spécialistes en élevage viennent d'être mis à la disposition de la Direction nationale des productions et industries animales. Ils vont appuyer les communautés rurales des régions de Tombouctou, Gao et Mopti. Jules Sambou Sissoko, reportage. Cette convention de partenariat entre le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord et celui de l'emploi, de la formation de la jeunesse et de la construction citoyenne à travers le Centre national de promotion du volontariat au Mali pour la mise à disposition de 40 volontaires nationaux spécialistes en élevage au ministère du Développement rural vise à appuyer les communautés rurales des régions de Tombouctou, Gao et Mopti. Les volontaires ont pour mission identification des points d'eau pastoraux, sensibilisation des éleveurs sur les techniques en élevage, identification des points de pâturage, suivi des éleveurs dans les zones de transhumance, exécuter toute autre tâche qui leur seront confiées par leurs superviseurs dans le cadre de leur mission. La présente convention est donc opportune au regard de l'apport des 40 volontaires nationaux. Ce partenariat fécond représente une double symbolique qui traduit en actes concrets la solidarité gouvernementale. Vœux cher au président de la République, son Excellence, Cheikh Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, il apporte une solution au chômage des jeunes à travers l'utilisation sectorielle de 40 jeunes volontaires. Des explications détaillées ont permis une meilleure compréhension de la convention au profit du monde rural. Nous restons avec le monde rural à Gao, lancement du projet d'appui à la résilience des populations vulnérables pour un coût total de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce projet va couvrir les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Il vise à assurer une stabilité à travers la sécurité alimentaire et la relance de l'économie locale dans les cercles d'Ansongo et de Menaka. Boubacar Babletouré, reportage. Après le cercle d'Ansongo, c'est celui de Bourem qui a abrité le lancement du projet d'appui au renforcement des capacités d'intervention des femmes des cercles d'Ansongo, Bourem et de Gao en matière de réconciliation et de la culture de la paix dans la région de Gao. Le but est non seulement de favoriser la prise en compte du genre dans la gestion efficace des conflits, mais aussi d'amener les leaders et les élus du cercle à s'engager pour l'implication des femmes dans le processus de la paix et de la réconciliation. Il a été initié par l'ONG Amprod, Association malienne pour la protection et le développement de l'environnement au Sahel. Nos cibles spécifiques sont les femmes qui ont beaucoup souffert pendant la crise et qui continuent encore à souffrir. Et le projet qui nous réunit aujourd'hui a un certain nombre de composantes, dont la composante relèvement économique et la composante prise en compte du genre dans la réconciliation au niveau de notre secteur.
En plus de l'implication des femmes dans la gestion des conflits, le programme prévoit le financement d'activités génératrices de revenus au profit de 25 femmes dans chacune des 5 communes du cercle de Bourem. Dans le cadre du dialogue et de la négociation communautaire, il est prévu une formation à l'intention d'une trentaine de femmes dans ces mêmes communes. La femme étant mère, étant sœur, étant épouse, donc c'est la femme qui est bien habilitée à donner des conseils, à ramener les maris, les enfants qui sont égarés, pour leur dire que vraiment il est temps qu'on arrête, qu'on se réconcilie et qu'on cherche à se développer. Quel qu'en soit le problème que nous avons dans nos familles, dans nos communautés, si on veut le résoudre à l'amiable, le résoudre définitivement, il faut impliquer la femme. Financé à hauteur de plus de 88 millions de francs CFA par l'ONU Femmes et son partenaire le gouvernement du Japon, ce projet durera 11 mois. C'est sur cet élément que prend fin ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 10h-13h, vous avez rendez-vous avec Hadiyatou Kone et Aïssata Ibrahim Maïga sera là pour les éditions du soir. Mais ne quittez pas, tout à l'heure, le journal télévisé d'information avec Amara Malé Diallo. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.